Bonjour. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce nouveau panel du mois de la main-d'œuvre dans le cadre de notre événement HOP, le sommet du commerce de détail 2021. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter ce panel cet échange donc entre notre superbe animatrice du mois et nos 3 panélistes aujourd'hui, 2 détaillants et une experte en acquisition de talents. Je vous les présente brièvement. Notre experte d'abord, Madame Sandrine Théard, présidente et fondatrice de Les Sources humaines. Nous avons également avec nous 2 détaillants, représentés par Madame Jade Coulombe, qui est gestionnaire en acquisition de talents et sourcing pour le marché du store, et Monsieur Frédéric Guérin, président directeur général de Club Tissu. Et bien entendu, nous avons avec nous notre animatrice du mois, Madame Joanne Labrec, professeure agrégée et spécialiste du commerce de détail de l'alimentation pour HEC Montréal. Donc, avant de commencer, j'aimerais simplement m'adresser à vous, chers participants. Si vous avez des questions, des interventions durant la présentation, on vous invite à les faire dans la section questions-réponses, Q&A, en bas de votre écran. Il y a une période de questions prévue à la fin, après l'échange entre nos panélistes et notre animatrice. Donc, n'hésitez surtout pas, vous pouvez les poser pendant la présentation, ce n'est pas un problème. Ils vont être adressés à la fin. Donc, merci à tous de votre présence et de votre participation aujourd'hui. Et je vous souhaite un excellent échange. Donc, à vous la parole, Madame Labrec. Merci Camille. Alors, ça me fait plaisir encore une fois d'être parmi vous pour une 3e semaine consécutive. Alors, pour parler cette fois-ci plus précisément, je dirais du recrutement. Donc, c'est certain que nous allons faire des liens avec ce qui a déjà été discuté dans les 2 premières semaines au niveau de la marque employeur, mais aussi des plus jeunes générations, parce que c'est sûr que le recrutement, c'est aussi en lien avec ces aspects. Donc, on va aller approfondir, comme Camille vient de nous le dire, avec notre experte et 2 détaillants. Alors, pour commencer, j'aimerais peut-être que chacun se présente son parcours brièvement et son entreprise. Je commencerai par Sandrine, après ça Jade et puis Frédéric. Alors, Sandrine. Bonjour tout le monde, ravie d'être parmi vous et parmi ce panel. Donc, je suis Sandrine, je suis recruteur, tout simplement. Je fais du recrutement depuis un petit peu plus de 25 ans maintenant et spécialisée depuis, je vous dirais, une quinzaine d'années en formation de recruteurs. Donc, maintenant, c'est principalement donc, de former les recruteurs pour mieux recruter, de former les gestionnaires aussi embaucheurs pour mieux recruter, d'aider les entreprises à optimiser aussi donc, leur processus de recrutement. Donc voilà, c'est recrutement, on va dire, all the way pour moi. OK, merci Sandrine. Jade? Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Jade. C'est moi qui est en charge de l'acquisition de talents pour le marché du store. Donc, marché du store, une entreprise bien québécoise et bien de chez nous. Puis c'est ça fait une vingtaine d'années que je travaille en recrutement, ressources humaines, mais avec une spécialisation en acquisition de talents. Et puis, peut-être parler un petit peu du marché du store, parce que c'est certain qu'on connaît bien, mais oui! En termes de succursales et puis la répartition géographique et puis aussi au niveau du siège social. Bien sûr, c'est ça. Souvent, on connaît le magasin auquel on va acheter, mais en fait, le marché du store, c'est 85 magasins au Québec, en Ontario et sur la côte est américaine. Notre siège social, il est à Montréal et puis tous nos produits sont aussi fabriqués parce que nous, on est détaillants, mais on est aussi fabricants. Tous nos produits là, sont fabriqués ici à notre usine de Montréal. Bon, intéressant. Merci. Et Frédéric? Bonjour tout le monde. Moi aussi, très content d'être avec vous, cher panel, et avec tous les détaillants. Fait que moi, c'est Frédéric Guérin. Je suis président directeur général de Club Tissu. C'est une entreprise familiale dont j'ai pris la présidence il y a déjà de ça 8 ans, mais comme on peut dire, je baigne sur le conseil d'administration depuis que je suis tout jeune, étant enfant unique de 2 parents fondateurs. Club Tissu, on a 5 succursales à travers le Québec, là, un peu partout à travers le Québec. Puis on a aussi un site transactionnel là, qui vend en ligne à travers le Canada. On est environ 250 employés. OK, merci. Donc, pour commencer, j'irai une première question avec Sandrine, parce qu'on a parlé souvent du contexte COVID, bien sûr, c'est un sujet qui est encore très, très de l'heure. Donc, peut-être voir au niveau professionnel, selon votre expertise, quels sont les
les grands changements dans les approches de recrutement, je dirais, depuis la dernière année ou même quelques années avec la rareté de main-d'œuvre qui est assez présente? Oui, en fait, il n'y a plus de normes. Il n'y a plus de tout est déconstruit, tout est en changement, tout est en mouvement, tout bouge beaucoup. Là, c'est sûr qu'avec la COVID, on voit que encore ça prend éventuellement un autre chemin. Puis là, je trouve qu'on est en train de voir peut-être justement au niveau du détail, puis avec tout ce qui se passe en ce moment, les fermetures, les entreprises qui ont fermé, qui ont réouvert. Puis Jade et Frédéric, vous me direz si vous voyez la même chose, mais un chassé-croisé au niveau des secteurs d'activité. Donc, c'est-à-dire des gens vraiment qui repensent, qui bougent, qui changent de secteur d'activité, où avant, on était peut-être un petit peu plus, en fait, cantonné. Hein, on était dans la restauration, on était dans la restauration. On était dans le détail, on était dans le détail. Et ça n'empêchait pas les chassés-croisés, mais je pense qu'aujourd'hui, il y en a davantage. Puis, ce qu'on va peut-être voir, en tout cas, je pose la question là pour les mois à venir, c'est que maintenant que tout réouvre, hein, avec les bonnes nouvelles qu'on a éventuellement entendues hier, mais est-ce que le chassé-croisé qu'on a vu éventuellement partir va revenir, hein? C'est-à-dire que les gens qui ont quitté certaines entreprises parce qu'elles étaient en difficulté, qui vont reprendre leurs activités, est-ce que les gens vont y retourner? Donc, est-ce qu'on va revoir une mouvance comme ça, justement, de personnes? On parle des restaurants qui vont ouvrir, hein, et puis c'était mentionné ce matin, notamment dans la presse, qui disait c'est super, on est content, on ouvre, mais où est-ce qu'on va trouver la main-d'œuvre? Oui, donc, il va falloir qu'ils retournent éventuellement la chercher ailleurs. Il y a beaucoup de questionnements depuis le Covid de la part des gens qui se questionnent sur un peu leur utilité aussi d'un point de vue professionnel et qui changent éventuellement de secteur d'activité. Donc, ça bouge beaucoup par rapport à ça. Donc, on est vraiment encore dans une période de turbulence. Vraiment. Puis, c'est pas fini. C'est pas fini. En plus, là, on a aussi, alors, d'un autre point de vue, mais on a l'immigration qui s'est arrêtée aussi depuis presque un an, qui était quand même un très gros vecteur et qui apportait une main-d'œuvre qui était en carence. Bon, là, ça va reprendre, pas tout de suite encore, à mon avis, l'immigration. Ça va reprendre peut-être davantage, ça va peut-être aussi aider, mais oui, ça n'a pas fini de bouger. Okay. Peut-être, Jade, vous pouvez renchérir là-dessus, mais j'aimerais distinguer la question en deux. Période COVID pour arriver à la période actuelle, de voir qu'est-ce qui a été, je dirais, bouleversant durant la période pandémique là, depuis le début, mais au cours de la dernière année. Et puis, on pourra voir dans les contextes, vos deux contextes qui sont quand même un peu différents, voir quels ont été les défis durant toute cette période-là. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est en train de changer à venir jusqu'à aujourd'hui sans, je dirais, considérer la période de réouverture des restaurants? On y arrivera tout à l'heure. Oui. Bien, je pense que le point de Sandrine est effectivement très vrai. On a vu beaucoup de questionnements chez les gens, questionnements autant par rapport à leur rôle professionnel, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y a des industries qui ont été vraiment touchées. On pense à l'industrie du tourisme, de la restauration, effectivement. Puis les gens bougeaient vers d'autres secteurs, mais c'était aussi arrivé dans le détail où les gens tout à coup voulaient autre chose, des gestionnaires, des gérants de magasins qui étaient gérants depuis très longtemps, qui ont décidé de faire complètement autre chose pendant cette période de réflexion-là, je pense. La PCU, on l'a déjà dit, mais ça n'a vraiment pas aidé non plus au niveau du détail. Fait que pour le recrutement, ça a été très difficile dans la dernière année. Beaucoup moins de gens, des gens avec des exigences ou des priorités, si je peux dire, très différentes d'avant, très changeantes. Et en plus de ça, ben, c'est ça, une rareté de main-d'œuvre qui était très présente là. Puis dans votre contexte, quel a été l'élément le plus difficile au cours de cette année-là? Oui, bien, c'est ça. Nous, chez nous, les gens c'est des carrières qu'on offre chez nous, donc c'est des gens à temps plein. On n'a pas de poste à temps partiel chez nous. Puis, tu sais, je distinguerais ça dans le retail, je dirais, il y a comme deux secteurs. Il y a les gens qui sont là un peu de façon transitoire à quelque part, du temps partiel, du temporaire, tout ça. Et il y a les gens qui veulent vraiment faire une carrière dans le commerce de détail. Puis malheureusement, c'est sur ce deuxième bassin-là où ça a été très difficile pour nous parce que justement, on veut des gens qui vont bâtir une carrière ici, puis des gens qui sont à temps plein, des gens qui voulaient ça, mais tu sais, je pense que les gens ont eu peur aussi. On s'est fait fermer plein de fois. Puis cette espèce de crainte de je vais-tu me refaire fermer? Est-ce que je vais me retrouver sur le chômage encore pendant un certain temps? Nous, on est chanceux ici parce qu'au-delà des mesures du gouvernement, nous, on a gardé, dans toutes les périodes de fermeture, on a gardé tout le monde sur la paye en magasin. Tu sais, personne n'a été mis sur le chômage, mais
reste que les gens ne le savent pas, ça. Fait que ça Mais ça- crée une crainte chez les gens qui fait que recruter des gens à temps plein, ça a été très difficile dans la dernière année. OK. Et Frédéric, dans votre situation, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Puis comment vous avez vécu ça, cette période pandémique à venir jusqu'à aujourd'hui? Mais pour nous, la dernière année a été des vraies montagnes russes, si on veut, là, parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans le marché, il y a eu des périodes où on a été extrêmement achalandés, des périodes où on a été fermé, où on a envoyé en fait les employés vers, par exemple, les commandes web pour supporter l'affluence qu'il y avait de ce côté-là. Fait que la dernière année a été très, très chamboulée au niveau des systèmes. Mais outre ce qui a déjà été dit là, par mes deux collègues, en fait, une chose qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y avait une crainte de sécurité qui était plus là qu'avant. C'est que, veut pas, dans le commerce de détail, dans certains magasins, nos magasins, ils voient entre, je sais pas moi, 500 à 1000 clients par jour. Bien, c'est plus de chances d'attraper un virus ou de se rendre malade qu'évidemment si on travaille isolé dans un bureau ou de chez soi. Donc, il y a eu une période où les gens avaient une certaine crainte de venir en magasin travailler. Et l'autre chamboulement, ce qui est le fun, c'est que moi, c'est quasiment le contraire de Jade, où on a beaucoup, beaucoup de gens à temps partiel, soit les étudiants ou beaucoup, beaucoup de jeunes semi-retraités qui viennent faire entre 15 à 20 heures pour vraiment triper avec l'ensemble de nos clients, les autres collègues là, en magasin. Mais il y a eu au moment où le gouvernement disait aux gens de 60 ans et plus de ne pas sortir de la maison là, au tout début. Fait que moi, ça me coupait quasiment 50 % de mon staff d'une shot à ce moment-là. Donc, ça a été de s'ajuster, de revenir tout le temps, mais en gros, je pense que tu demandais aussi, Joanne, qu'est-ce qui a changé même avant le COVID? Oui. C'est que depuis plusieurs années, on vise vraiment à avoir des gens qui sont engagés, puis qui sont vraiment alignés avec la mission, puis qui sont là pour les bonnes raisons, le cœur, puis on travaille vraiment l'humain au centre des organisations. Mais c'est ça qui nous a resté connectés dans la pandémie aussi, parce qu'on a continué de prendre soin de nos gens, même s'ils étaient à l'extérieur. On a continué de tisser ce lien-là. Puis comme la communication puis le lien était fort, mais ça nous a permis de, même à travers tout ça, là, continuer d'avancer. Fait que c'est quelque chose qu'on voyait peut-être moins avant dans le commerce de détail, puis qu'un des changements maintenant, c'est qu'on engage peut-être à 80 % pour l'attitude, puis comment les gens ils sont prêts à embarquer dans la mission, puis un petit peu moins pour les compétences. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, prendre soin de ces gens. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Je reste peut-être avec Frédéric, puis après ça, je vais voir Jade et puis Sandrine. Mais, prendre soin de ces gens, là, c'est très, très large comme truc. Oui, c'est nous, ça, notre première valeur d'organisation, c'est la bienveillance. Mais comment nous, comme organisation, on peut être bienveillant envers eux? Comment eux peuvent être bienveillants envers nous, avec les partenaires? Comment nos clients peuvent être bienveillants avec nos employés aussi, là, parce que c'est des humains qui sont tous les jours au front. Puis, dans les actions concrètes qu'on peut faire par rapport à ça, ben, c'est de faire appliquer ces valeurs-là puis de les respecter. Deuxièmement, c'est se demander peu importe où on est dans l'organisation ou à quel stade on est dans l'organisation, c'est quoi les pratiques ou c'est quoi les méthodes qui font en sorte que les gens peuvent avoir plus de flexibilité, prévoir d'avance leurs horaires, avoir justement des conditions de travail qui sont décentes. Il y a plein, plein de façons de faire. Mais nous, un des exemples qu'on fait, là, mettons qu'on donne un exemple concret puis qui nous aide beaucoup, beaucoup pour le recrutement, fait qu'on pourra faire des liens avec ça tantôt, c'est qu'on a fondé une académie de développement personnel. Donc, on forme l'ensemble de nos employés sur la personnalité, l'ego, la gestion du stress, la gestion financière, complètement en dehors de ce que, par exemple, complètement en dehors de l'organisation. Puis du moment où le magasin était fermé, bien, on a ouvert un groupe Facebook à l'ensemble des employés, puis on a commencé à donner des formations sur la méditation, la gestion du stress, la cohérence cardiaque, la visualisation, pour que cette espèce de notion-là, pour briser l'isolement des gens qui étaient à la maison, mais pour qu'ils continuent le développement aussi en temps de pandémie. Là. Donc ça, c'est un exemple de prendre soin des gens. Là, on est vraiment au-delà de juste avoir un emploi. Là. On est presque dans un mode de vie autour d'un emploi. Puis, tu sais, ce qui est super drôle, Joanne, c'est vrai, c'est qu'on voit ça dans la haute direction des entreprises depuis des années. Tout ce qui se passe dans les agences de pub, puis dans les gros bureaux, puis tout ça. Puis dans le commerce de détail, c'est comme si pendant un bout de temps, on s'est dit, ça n'existe pas. Mais, tu sais, pour nous, prendre soin de les gens, c'est de ramener les meilleures pratiques de l'industrie du travail, puis de l'adapter à la sauce du commerce de détail pour être en mesure de l'offrir. C'est un exemple qui a un impact incroyable sur notre recrutement. OK, parce que vous concurrencez aussi avec des firmes high-tech qui ont cette approche-là beaucoup plus... oui, au bureau chef, mais même en magasin, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est, par exemple,
qui est à la table de couple à chaque jour, qui reçoit les clients, bien, ça se peut qu'elle ait des amis dans une firme de trucs d'high-tech, tout ça, puis ils se disent hey, moi aussi, j'aimerais ça triper au travail, moi aussi, j'aimerais ça être valorisé, moi aussi, j'aimerais ça me développer, moi aussi, j'aimerais ça être fier quand je rentre le soir. Fait que c'est juste d'adapter les trucs pour faire vivre les mêmes conditions. Là. OK, ouais, intéressant. Jade, je pense qu'il y a quand même, justement, dans cette idée-là là, de sécuriser les gens et puis les conditions de travail, est-ce que la COVID a eu un impact à ce niveau-là chez vous? Et puis, nous donner des exemples. Bien, en fait, c'est super intéressant parce que une de nos valeurs principales, c'est la bienveillance. Fait que j'aime ça, Frédéric. Bonjour. C'est bon, ça. Je suis contente d'être avec toi sur le panel parce que pour vrai, c'est pas tant d'organisations qui ont choisi ça comme valeur. T'sais. Fait que nous, c'est un peu comme Frédéric le disait, un peu, effectivement, d'être bienveillant envers un avec l'autre, avec nos clients à l'interne, à l'externe, entre nous. Mais je pense qu'au-delà de ça, justement, il y a eu une grosse insécurité chez nous. La stabilité, c'est important. On le dit, on veut des gens qui vont bâtir une carrière avec nous. Fait que si on veut qu'ils bâtissent une carrière avec nous, il faut que de notre côté aussi, on leur démontre qu'on veut qu'ils bâtissent une carrière avec nous. Fait que c'est ce qui fait que j'expliquais tantôt, on a maintenu tous nos employés malgré les fermetures de magasins. Personne n'a été mis sur le chômage. On a décidé de majorer le salaire aussi au mois de février. Donc, notre salaire est maintenant garanti à 15 $ de l'heure. Nos gens font plus que ça en moyenne parce que ça reste un emploi à commission, mais au moins maintenant, il y a une garantie de salaire aussi pour assurer un train de vie décent aux gens. Puis, tu sais, chez Frédéric, il semble beaucoup travailler justement sur l'aspect personnel des gens au-delà du travail. Chez nous, c'est vraiment l'aspect carrière, justement, sur lequel on va travailler. C'est ce qu'on est. Fait que c'est du développement de compétences. Donc, nous, on a notre université du sport ici où on va apprendre sur le produit, mais après ça, chaque personne a un plan de développement. On a maintenant une gestionnaire en développement qui est avec nous depuis novembre, qui, elle, chaque personne qui est en croissance dans l'entreprise, peu importe dans quel type, un plan de personnalisé est accompagné par elle, en plus des gestionnaires, en plus des collègues, une grosse culture de feedback aussi. Donc, chez nous, c'est vraiment ça, prendre soin de nos gens, c'est s'assurer que leur carrière va quelque part, qu'ils sentent qu'ils se réalisent dans leur carrière, mais puis sentir que chez nous, il y a des opportunités, pas juste en ce moment, mais demain aussi. OK, parce que tout à l'heure, vous disiez que c'était quand même un défi d'aller recruter le profil de personnes dont vous avez besoin. Alors, j'imagine qu'au recrutement, le fait d'offrir un profil de carrière, de développement de carrière, ça, c'est intéressant. Exactement. Puis c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui veut ça non plus, on s'entend, mais ceux qui, justement, sont dans le commerce de détail puis veulent vraiment évoluer, que ce soit au niveau des ventes, de la décoration, de la gestion, du recrutement même, parce que là, c'est mon équipe qu'il faut qu'ils grandissent, ben effectivement, c'est attractif pour eux de savoir qu'il y a un plan de match puis on s'en va quelque part avec ça. Oui. Ah, c'est intéressant. Sandrine, au niveau des meilleures pratiques que vous avez vues dans la dernière année, justement en termes de sécuriser le personnel et puis aussi, je dirais, d'assurer une communication, est-ce que vous pouvez ajouter autre chose? Alors, bon, dans le domaine du détail, il y a eu forcément ce lien physique parce qu'il est quand même resté la plupart du temps, mais c'était de continuer effectivement à garder un lien avec ses employés. C'était un petit peu ça la difficulté, que ce soit à cause de mise à pied temporaire, que ce soit éventuellement parce que il y a certaines personnes, si on parle plus des sièges sociaux, c'est en télétravail. Donc, pour des entreprises, ça a été très difficile de garder les liens parce qu'elles n'étaient pas équipées non plus pour ça à l'origine. Hein. On ne pensait pas comme ça que du jour au lendemain, on allait fermer tous nos bureaux et puis qu'on allait passer, il y avait des gens qui n'avaient pas de laptop, il y avait donc il fallait quand même un petit peu garantir tout ça. Donc, on a vu beaucoup effectivement d'entreprises travailler sur garder ce lien. C'est une entreprise à quelque part, c'est une famille. Je veux dire, on s'occupe de son entreprise et on s'occupe de ses employés comme on s'occupe de. Alors, je ne veux pas infantiliser ça en disant ça comme ça, mais je vais le dire quand même, comme on s'occupe de ses enfants et comme on s'occupe de sa famille. Donc, qu'est-ce qu'on ferait dans sa famille? C'est tout simplement, quand on parle de bienveillance, c'est quelque chose de naturel, effectivement, qu'on devrait pouvoir reproduire, en tout cas dans son environnement de travail. Et de toujours peut-être se poser la question, parce que souvent, quand on est dans un poste de gestion, quand on est dans un poste de direction ou même dans un poste de recruteur, on se positionne dans nos propres souliers. Mais des fois, de se dire, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là vont rester en poste chez nous? Ouais. Pourquoi ces gens-là sont encore là? Qu'est-ce qui va les intéresser? Pourquoi est-ce qu'effectivement, finalement, c'est un peu précaire? Peut-être ce qu'on leur offre
Comment est-ce qu'on pourrait les garder? Et on se positionne beaucoup dans nos souliers de qu'est-ce que je cherche, mais eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et dans le recrutement, c'est un peu la même chose d'ailleurs. OK. Donc, on a entendu dans les 2 derniers panels, justement, c'est souvent l'employé qui va passer une entrevue à l'employeur. Donc, de se mettre dans la peau du futur employé, c'est important pour être capable de le séduire puis de le recruter. On le voit beaucoup dans le recrutement. Je discute avec des gestionnaires qui me disent encore, alors moi, je veux ça, ça, ça et ça. C'est parfait, oui, merveilleux, OK. Mais est-ce que tu penses que la personne que tu me décris va être intéressée par ton poste? Parce que c'est ça. Et est-ce que tu penses que ce que tu es en train de lui montrer, soit sur ton offre d'emploi, soit dans le discours que tu es en train de lui faire, est susceptible d'intéresser ce genre de personnes-là? Il faut vraiment qu'on change notre façon de faire et qu'on se positionne de l'autre côté. C'est plus qu'est-ce que je veux. C'est est-ce que je suis capable d'attirer ce genre de personnes-là? OK, une bonne question. Puis aussi, vous avez parlé du télétravail. Donc, est-ce que ce contexte-là de télétravail qui a perduré pendant une très, très longue période, est-ce que ça change justement les conditions de recrutement? Est-ce que les futurs employés demandent un mix télétravail versus travail sur place? Est-ce que qu'est-ce qui va rester de l'année qu'on vient de vivre? Je m'adresserai à vous, Sandrine, selon votre expérience. Oui, beaucoup. Je discute avec des candidats aujourd'hui qui me disent, moi, je veux rester en télétravail au moins 2-3 jours semaine. J'en ai une qui a refusé une offre la semaine dernière parce qu'on offrait un télétravail seulement 2 jours semaine. Elle voulait au moins 3, voire 4. Donc oui, ça va changer beaucoup de choses, effectivement. Puis les gens se sont beaucoup recentrés cette dernière année sur leurs besoins. On est vraiment, je pense que Jade et Frédéric l'ont dit tout à l'heure, tout le monde s'est questionné un peu, on s'est tous un peu questionnés sans être ésotérique, mais quand même sur notre raison de vivre un peu. On a vu des gens aller dans le domaine de la santé, j'ai vu des recruteurs aller dans le domaine de l'éducation. Enfin, on est vraiment un peu sur cette raison-là de vivre finalement pour tous ces besoins primaires qui ne sont plus là aujourd'hui, si on se réfère à la pyramide de Maslow, et où il faut qu'on rassure aussi d'ailleurs nos gens et nos candidats. Mais et ce questionnement-là, effectivement, amène dans un contexte en plus de marché de l'emploi très serré, des exigences que vont avoir nos candidats. C'est intéressant. Jade, quand même, et autant aussi Frédéric, dans le commerce de détail, il y a comme une exigence d'être sur place, en tout cas du moins pour certains emplois. Alors, est-ce que vous le voyez, ça, déjà, parce qu'on parlait tout à l'heure de conditions de travail et tout, comment cet aspect-là de télétravail entre comme critère de recrutement ou de négociation avec, je dirais, un futur employé? Je commencerai par Jeanne, je dirais avec Frédéric après. Bien, nous, il y a eu les deux, puis j'ai vu les deux, en fait. Puis c'est ça qui est intéressant. Chez nous, le télétravail, évidemment, c'est très difficile de vendre un store sur mesure en télétravail, je vous le dis. Donc, chez nous, ça se passe vraiment en magasin. Puis sinon, c'est les ventes en ligne. Mais les ventes en ligne aussi, tu sais, nous, ici, on travaille avec des échantillons, on travaille avec, il faut être capable de voir le tissu pour le décrire au client. C'est très difficile de faire ça de chez soi, mais je dirais qu'au fond même de qui on est comme entreprise, ici, on est vraiment une entreprise de gang, on a besoin de voir nos collègues. Puis en fait, c'est ça qu'on a eu des candidats, effectivement, qui nous demandaient du télétravail, puis à qui on n'était pas capable de l'offrir. Puis je pense que quand on recrute pour être fort en acquisition de talent en 2021, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait de bien, puis il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'offrir. Un peu comme Sandrine le disait, nous, ce n'est pas ce qu'on est. Okay. Mais en parallèle, on a réussi à attirer des gens qui étaient contents parce qu'ils disaient, moi, je ne suis plus capable d'être dans mes 4 murs. Puis je suis contente de finalement pouvoir être avec des gens, de pouvoir aller, de pouvoir juste prendre mon café pas seul le matin, puis enfin de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre que mes 4 murs puis mon chat, tu sais. OK, ça, c'est un point intéressant. Je vois sourire, Frédéric. J'imagine que c'est dans le même contexte aussi, surtout avec le type de commerce et d'expérience qui t'a fait. C'est ça. Mais c'est sûr que les postes siège social versus les postes en magasin, c'est deux histoires complètement différentes. Puis je pense que le mode hybride pour les postes siège social, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour le futur. Ce qu'on a vu aussi peut-être qui peut toucher les magasins, c'est que des fois, pour faire des formations, on n'a plus besoin de déplacer les gens à travers la province pour aller à quelque part. On peut déconstruire les formations, en faire des petits blocs de 2 heures
par Zoom. Les gens ont découvert la technologie. Là, on a vu, nous, notre doyenne a 87 ans, puis on l'a vu se connecter sur une tablette, suivre une formation, puis ça fonctionnait, c'était génial. Donc, ça c'est super. Mais sinon, de l'autre côté, là, comme Jade disait, là, les gens venaient au magasin et étaient comme « Enfin, je vois du monde, je peux-tu vous serrer dans mes bras? » On était comme « Non, c'est 2 mètres, tout. » Mais le monde était bien content de venir. Puis ça a amené plein de trucs cocasses. Là. Mais c'est sûr que dans le commerce de détail, les gens comprennent que la partie, elle se joue en personne. Oui. Puis la formule, justement, pour le siège social, parce que c'est quand même un type de talent qui est différent à tirer, oui. Qui compétitionne avec d'autres secteurs de façon assez importante. Donc, quel est le mix idéal que vous voyez entre bureau et à la maison? Et nous, en ce moment, là, on sonde nos employés, là, puis ce qu'on voit, là, c'est que les gens aimeraient faire entre 2 à 3 jours par semaine, là, un espèce de 2 à 3 jours de la maison hybride comme ça. Des journées où de la maison, ils peuvent être concentrés puis accomplir plus de tâches, on veut, cléricales, puis les journées au bureau où on est plus en réunion, où on est plus justement en relation avec les autres. Fait que c'est ce qu'on voit, mais il y a des gens qui se disent « Moi, je vais être au bureau 5 jours », puis il y a des gens qui aimeraient ça être à 4. T'sais. Je pense que la formule va être complètement déconstruite. Puis, tu sais, probablement qu'un des trucs que je vois le plus dans le recrutement du futur, c'est que s'il y a 1000 détaillants qui nous écoutent en ce moment, bien, il y a 1000 façons de recruter en ce moment. Il n'y a plus une façon. C'est que la stratégie de Jade, c'est sûr qu'elle est complètement différente de la mienne, même si c'est drôle parce que nous, il y a un bout où nos deux entreprises se côtoient. On est des compétiteurs dans la biage de fenêtre, mais nous, on le fait complètement différemment d'eux autres. Fait que notre stratégie ne peut pas être pareille. Il faut que chaque stratégie soit personnalisée, du télétravail jusqu'au reste des conditions, si on veut. C'est comme si on avait parlé beaucoup de la personnalisation des produits, puis là, on arrive à la personnalisation de l'emploi. C'est du sur-mesure. Oui, si je peux me permettre effectivement de rebondir sur Frédéric, ce qu'on voit beaucoup dans les tendances, c'est effectivement on est dans l'ultra-personnalisation. C'est-à-dire que je dois adapter mon discours, je dois adapter mon poste, je dois adapter mes conditions à la personne que je vais engager. Et on le voit beaucoup, si on parle de tendance, on le voit même dans la façon éventuellement d'accommoder tout ce qui est avantages sociaux, par exemple. C'est-à-dire qu'on va faire une valise d'avantages sociaux sur mesure. Est-ce que j'emploie quelqu'un de plus jeune, qui a moins de soucis de santé, donc lui va vouloir mettre son argent plutôt là, ou est-ce que j'emploie quelqu'un qui a une famille, et dans ces cas-là, il va falloir donc, des avantages qui soient plus forts sur tel point. Donc, c'est des avantages à la carte, ça on le voit beaucoup, donc de la personnalisation. Et on le voit effectivement, pour répondre à ta question, Joanne, sur le télétravail. J'ai des entreprises qui m'ont dit, nous, on laisse la porte ouverte. C'est ce que décident les gens. Il y a des gens qui veulent effectivement être plus présents au bureau parce qu'ils ont besoin de ça, comme l'expliquait Jade. Effectivement, il y a des gens qui sont contents de revenir. Et puis, il y en a d'autres qui trouvent ça très bien, le télétravail, par rapport à leurs conditions de vie. Et c'est un petit peu ça qu'on voit aujourd'hui, je trouve, où avant, tout le monde, c'était bon. Tout le monde fait du lundi au jeudi. OK, on offre une journée de télétravail, mais c'est le vendredi. Aujourd'hui, tout va être effectivement beaucoup plus flexible et personnalisé en fonction du besoin de l'individu, en fait. On revient sur les besoins de l'individu. C'est pas facile, c'est pas facile à gérer, c'est vraiment pas facile après. Il va falloir absorber ça. Oui, il va falloir beaucoup se questionner. Les entreprises se questionnent beaucoup, se questionnent aussi bien sur leurs besoins d'embauche, c'est-à-dire est-ce que j'ai vraiment besoin de telles compétences, est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir ces horaires-là, est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir ce type de profil-là, est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a 8 ans d'expérience dans le même poste. On voit vraiment beaucoup de gens déconstruire tout ce qu'ils ont fait et prendre le problème à l'envers pour essayer de trouver des solutions. J'aimerais revenir sur l'aspect qualité de vie au travail et puis de voir le contexte. On sait que les commerces sont fermés, ouverts, fermés, ouverts. Et puis il y en a certains qui ont poursuivi la fermeture dans certaines journées ou là, bien, avec le couvre-feu, encore une fois, les heures étaient moins étendues en soirée. Donc, est-ce que vous pensez que ça va se refléter justement autant comme je dirais, gestion des employés, mais aussi capacité d'attraction, mais en même temps solution à la rareté. Comment vous voyez le contexte? On va parler de plus en plus l'après, je dirais, mois de mai, où on va voir la restauration, le secteur de la restauration ouvrir. Donc, encore une fois, une pression additionnelle sur je dirais, le bassin d'employés. Donc, comment vous voyez
comment vous voyez justement cette période estivale où là, il va falloir compétitionner avec d'autres secteurs et puis peut-être revenir à des heures régulières? Comment vous voyez ça? Frédéric, peut-être? Excellent, merci Joanne. C'est une super bonne question. Puis en fait, je pense que la clé, c'est de remonter un peu plus haut puis de se dire, est-ce que le persona de genre de gens que j'embauche, plus les conditions de travail qu'on offre, puis une espèce de conditions globales, là, comme les heures d'ouverture, puis tout ça, est-ce que je suis aligné? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que les gens sont justement embrassent ces choses-là? Et si oui, mais je pense que les impacts des réouvertures, puis les impacts sur le recrutement sont plus faibles à ce moment-là. Des fois, quand les gens ils sont venus par opportunisme puis il n'y a pas de lien fort qui s'est décliné avec l'entreprise, ça se peut qu'à ce moment-là, ça soit plus difficile de les garder. T'sais. Dans notre cas, c'est sûr que quand on pense à des conditions de travail, par exemple, pour une jeune étudiante versus une jeune grand-maman, mais c'est complètement différent. La jeune grand-maman, elle veut faire 15-20 heures par semaine, mais c'est pas grave, c'est quand, puis elle est vraiment disponible pour remplacer. Mais par exemple, si le petit-fils a besoin d'aide, là, il faut qu'elle y aide. T'sais. Puis l'étudiante, ben, ça va changer avec ses périodes où, au moment où elle a plus d'heures en été, elle en a moins pendant les périodes d'examen. Donc, c'est juste de s'assurer que tout ça est aligné avec ça. Fait que, grosso modo, là, ce qu'on essaie de faire, c'est ça. C'est plus, encore une fois, c'est de la personnalisation. Même dans nos employés, il n'y a plus une offre, il y a 100 offres différentes. Puis comment on arrive à faire ça? Bien, c'est au lieu de micromanager chaque offre, on essaie de toujours revenir au centre sur les valeurs globales puis dire est-ce que c'est des gens qui sont engagés quand ils sont au travail, est-ce qu'ils sont disponibles puis ils sont présents, puis est-ce qu'ils respectent les valeurs de l'organisation? T'sais. Mais est-ce que ça vous a amené, par exemple, à fermer une journée? Oui, bien, c'est ça. Nous, quand on a réouvert là, nos magasins à cause que les gens avaient beaucoup de demandes pour les équipements de protection personnelle, dont les masques, on a eu jusqu'à 4-5 heures d'attente là, aux portes. C'est un peu comme les quincailleries où ça a été extrêmement occupé. Et là, à ce moment-là, ben, on avait une surchauffe complète de nos magasins. Fait qu'on avait décidé de garder le dimanche et le lundi fermés pour réussir à reposer nos équipes. Et là, finalement, encore pour l'été, on a décidé qu'on allait garder les dimanches fermés là, pour vraiment laisser les équipes se reposer. Puis là, on est en train de se poser la question sur est-ce que nos valeurs d'organisation nous dictent de garder le dimanche fermé pour offrir une journée familiale à nos employés ou est-ce qu'on a besoin d'être ouvert comme organisation parce qu'on sait que la pression financière est super forte. Là. Fait qu'on est là-dedans en ce moment. Mais je vous dirais que pour parler à beaucoup de détaillants, on a beaucoup de nous qui se disent que le dimanche, c'était une maudite bonne journée d'affaires, mais c'était tellement le fun le jour où tout le monde était fermé et que le monde passait du temps en famille. Fait que je pense qu'on va trouver l'équilibre là-dedans bientôt. Oui, aussi, là. OK. Et Jeanne, pour vous, comment ça se manifeste, ce contexte-là? Comment vous envisagez ça aussi, la période estivale? Oui, bien, nous, la période estivale, c'est notre haute saison, en fait. C'est notre plus haute saison. Nous, c'est en Noël puis le jour de l'an qu'on ferme complètement parce que, voilà, on donne cette semaine-là à tous nos employés. Fait que l'été, c'est notre haute saison. Fait que nous, il n'y a pas de changement, tu sais, en tant que tel, Joanne, mais je pense que chez nous, l'inverse ou la différence qu'on a vu que nous, on est beaucoup plus sur l'aspect long terme, l'aspect, tu sais, donner ce sentiment de sécurité-là, si je reviens à la pyramide de Maslow de Sandrine, qui est quand même bas dans la pyramide. Nous, chez nous, on garantit les heures, en fait que, contrairement, ça a été difficile pour plusieurs employés dans la dernière année avec les fermetures, mais beaucoup de réduction d'heures aussi, beaucoup d'incertitudes au niveau des heures. Fait que nous, nos employés chez nous, ils ont 40 heures garanties semaine après semaine, peu importe, ce qui fait qu'ils n'ont jamais besoin de se demander est-ce que la semaine prochaine, je vais avoir assez d'heures, est-ce que je vais me faire couper, est-ce que on les traite comme des professionnels qui sont ici pour le long terme, fait qu'on garantit les heures en conséquence. Okay. Donc, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas fermé une journée, une pleine journée pendant la pandémie. Je veux dire, à part quand vous n'aviez pas le choix. À part quand on n'avait pas le choix, mais nous, on n'a pas fermé. Tu sais, le dimanche, on est ouvert de 12h de toute façon. Ce n'est pas une très, très longue journée de toute façon. Effectivement, c'est une bonne journée d'affaires. Puis, il y a des gens qui préfèrent travailler justement cette journée-là, tu sais, avoir 2 journées de congé dans la semaine parce que c'est moins occupé, justement, surtout en temps de COVID. Aller à l'épicerie un samedi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, c'est anxiogène. Fait que le mardi, c'était parfait. Fait que non, nous, on n'a pas moduler les heures autres en fonction là, des demandes du gouvernement. OK.
Puis là, mais on va aborder la question plus spécifique là, de la réouverture des restos, puis la pression que ça risque. Vous, en tant qu'entreprise, est-ce que vous sentez que vous avez une probabilité de perdre certains employés? Chez nous, on n'aura pas Non? cette pression-là parce que justement, comme ce qu'on cherche chez les gens qui ont envie d'être ici sur le long terme, notre formation, c'est 6 mois avant que quelqu'un puisse être confortable dans son rôle de conseiller en décoration. Fait on n'embauche pas quelqu'un en sachant qu'il est ici temporairement. On n'est pas la bonne entreprise pour cette personne-là. Ce qui fait que les gens qui ont peut-être pu sortir de la restauration puis qu'on a embauché, c'est parce que leur réflexion sur le changement de carrière était avancée, puis on ne pense pas qu'on va souffrir de ça du tout. Est-ce que vous êtes en plein recrutement actuellement pour la saison estivale? Et ça vous prend combien de temps pour combler un poste en moyenne? On a même plus on calcule même plus le temps que ça prend, en fait. Okay. Pour une multitude de facteurs, nous, on recrute dans chacune des régions administratives aussi. Chacune a sa particularité. Je peux vous dire qu'à Saint-Georges-de-Beauce, ça me prend 2 semaines, mais en même temps, quand le magasin ferme 6 semaines, ben là, ça m'en prend 8. Fait que, je pense qu'avec justement toute l'incertitude qui venait à chaque annonce du gouvernement, c'est difficile de mettre des délais sur le temps que ça prend avant de trouver la bonne personne. Ce que vous dites, Jeanne, dans le fond, c'est que le marché d'emploi n'est pas le même partout. Donc, les pas particularités là, sont spécifiques. Oui. Et Frédéric, lui, dans votre contexte à vous, là, au niveau réouverture de restaurants, est-ce que ça met une pression sur... Mais je pense que la reprise économique globale, parce que là, on parle de la restauration, mais il y a le tourisme qui va embarquer, l'événementiel qui va embarquer là-dedans. Là, fait que tout ça, c'est sûr, ça va mettre de la pression sur le marché du commerce de détail en général. Nous, pas la qualité première, mais la chose première qui amène les gens chez Club Dessus, c'est parce qu'ils trippent à faire des projets de leurs mains, ils trippent à faire de la couture. Donc, c'est sûr que si les gens sont là pour cette raison-là, bien, il y a moins de chances qu'ils partent dans la restauration parce que c'est un autre rythme de vie complètement. Okay. On parlait tantôt des jeunes grands-mamans, il y a moins de jeunes grands-mamans dans la restauration aussi. Fait que ça, c'est un personnel qui est typique à nous, mais si on prend l'industrie du détail global, c'est sûr que ça va avoir un impact important. Mais je pense que spécifiquement là-dessus, sur nous, là, ça ne sera pas problématique. Okay. Une chose qu'on voit beaucoup maintenant, on parlait de changement tantôt par rapport au recrutement, c'est le délai que les entreprises prennent pour répondre aux gens. Qu'une fois que maintenant on a un CV, on essaie d'être capable des fois d'engager la personne dans la même journée si on est capable. Quand on prend notre temps pour engager les gens, de les choisir puis de se dire c'est vraiment le bon fit, mais quand on a le bon fit, là, on est capable de régler ça dans la même journée. Donc, notre service de recrutement reçoit le CV, passe une entrevue téléphonique de 15 minutes très rapide, envoie ça à une directrice de succursale qui sédule automatiquement une entrevue en personne. Puis quand on voit que les valeurs, que tous les intérêts sont alignés, tout ça, des fois, dans la même journée, la personne a reçu son offre, c'est signé, puis c'est réglé, ce qui fait en sorte qu'on capte ça. Ça, c'est un des grands changements, parce qu'avant, ça pouvait nous prendre 2-3 semaines, des fois, à régler un processus comme ça. Oui, c'est comme le marché immobilier, ça. Ça se compare. Est-ce que c'est ce que vous voyez aussi, Sandrine, dans d'autres secteurs? Oui, partout, mais le secteur du détail, effectivement, on voit même, alors le délai de réactivité, effectivement, des entreprises doit être beaucoup plus court parce que, évidemment, le candidat est sursollicité. À partir du moment où le candidat se met en recherche aujourd'hui, il a minimum 5 offres. Hein, donc, effectivement, le délai de réactivité doit être très court. Et ce qu'on voit de plus en plus aussi, en tout cas, ça a été le cas notamment, je pense, des chocolats favoris qui en avaient parlé, je pense que c'était même avant le Covid, on voit même des entreprises qui ne font plus d'entrevues. Je pense, la SAQ l'a fait dernièrement aussi, a utilisé une application mobile là où donc il y avait une interactivité avec le candidat et il n'y a plus d'entrevue. C'est-à-dire qu'en gros, pour certains postes, à partir du moment où on a besoin de combler donc vraiment un besoin et qu'on s'entend qu'on ne cherche pas forcément des compétences qui soient particulières, par exemple, effectivement, après, il y a éventuellement une adéquation au niveau des valeurs, on essaye d'abolir le plus possible tout ce qui est frein à l'embauche. Et on s'est rendu compte que dans certaines entreprises, effectivement, les recruteurs étaient des freins à l'embauche parce qu'on a des biais, parce que, enfin, bon, tout ça. Donc, mais qu'effectivement, on était des freins à l'embauche parce que, d'abord, moi, par exemple, si on prenait mon cas, je ne suis pas quelqu'un qui connaîtrait, en tout cas en théorie, normalement, le secteur du détail. Donc, effectivement, moi, je vais y aller avec mes entrevues et mes questions très théoriques et qui, finalement, sur le terrain, ça n'aura aucun impact.
Donc, est-ce que de m'éliminer moi pourrait effectivement favoriser davantage une embauche plus rapide en magasin? Puis après, on teste la personne finalement un peu sur le tas. C'est-à-dire que très rapidement, des deux côtés, hein, quand je dis on teste, ce n'est pas juste de tester la personne, c'est que la personne aussi teste son employeur directement sur le tas plutôt que sur une entrevue qui reste très formelle. Donc oui, oui, voilà. Mais de ce que je comprends, dans le fond, puis si je prends tout ce que vous avez dit depuis la discussion, c'est que c'est important de savoir ce qu'on veut, hein, qui on est, quels sont nos avantages, comment on met ça de l'avant. Qu'est-ce qu'on veut, quels sont les traits d'expertise auxquels on s'attend puis auxquels on a besoin. Puis absolument. Puis, oui. Frédéric, pour revenir là-dessus, je m'excuse, je te coupe, Jeanne, mais Frédéric l'a très bien dit quand il a parlé de candidat persona. Hein, c'est quelque chose avant qui était plus destiné effectivement au client, hein, le client persona, de quoi il a l'air. On est beaucoup effectivement aujourd'hui dans le candidat persona, c'est-à-dire je suis susceptible, encore une fois, c'est pas qui je veux avoir dans ce poste-là, je suis susceptible d'intéresser quel genre de personne. Et une fois que j'ai déterminé ça, donc après, effectivement, j'irai éventuellement dans l'évaluation sur certains critères ou certaines valeurs, mais je suis susceptible d'intéresser qui et je vais m'adresser ensuite à cette communauté-là. Je vais voir éventuellement via quel canal, via est-ce qu'on y va sur certains réseaux sociaux, d'autres, peu importe, qu'on va personnaliser en fonction du type, encore une fois, de personne. Mais Frédéric l'a très bien mentionné quand il a parlé effectivement de candidat persona. Ah oui, ça c'est intéressant. Puis l'autre aspect aussi, je dirais la conséquence de tout ça, c'est que comme vous vous engagez rapidement, ça veut dire que vous avez davantage de formation à faire à l'interne, j'imagine. Vous vous attendez à... Est-ce que ça a changé aussi? Là? Parce que recrutement, et comme le contexte est très difficile, bien, vous engagez une ressource dont vous avez besoin, mais après ça, elle a probablement besoin d'être davantage formée. Est-ce que je me trompe, Jade? Vas-y, Jade, vas-y. Bien, en fait, nous, il n'y a pas eu de changement parce que notre profil a moins changé. Vu que je n'embauche pas d'étudiants, je n'embauche pas de personnes semi-retraitées, je n'ai pas de temps partiel chez nous. Fait que, sur ça, mon profil n'a pas tellement changé. Puis de toute façon, nous, notre formation a toujours duré 6 mois. On a une semaine ici, on a 2 mois en magasin, on a du coaching, du shadowing. Fait que, pour nous, cet aspect-là, il n'y a pas de changement, mais je peux comprendre que dans une entreprise où justement nos critères vont changer, on va aller plus sur quasiment du just-in-time de recrutement, je peux comprendre qu'il y a dû avoir des adaptations là-dessus dans certains postes. C'est comme si dans votre situation, la difficulté est d'attirer une personne qui va vouloir avoir un poste permanent. Exactement. Une fois que ça c'est fait, bien là... ça roule. Là, ça roule. Ça roule, on a tous les outils pour le reste. Fait que chez nous, l'enjeu principal, mais c'est exactement ça, Joanne, c'est de se faire connaître puis de démontrer qu'est-ce qu'on a parce que, le marché du store, souvent, les gens ont la vieille image, je vais dire, puis le store, j'ai jamais embauché quelqu'un puis que je l'ai embauché parce qu'il tripait vraiment sur les stores, Fait que c'est au-delà de ça, comment on peut apprendre à se faire connaître. Puis nous, c'est ça notre plus gros défi en ce moment, dans un contexte où à peu près tout le monde se questionne sur la suite de sa carrière. OK, oui. Et Frédéric, dans votre contexte Mais sur la formation non plus, ça ne change pas grand-chose parce que dans le fond, c'est la même chose qu'on fait. C'est juste qu'avant, peut-être qu'il y avait 2-3 jours qu'on laissait entre des resuivis ou des retours avec les candidats. Maintenant, on se dit, s'il répond à l'ensemble de ce qu'on cherche chez un candidat, pourquoi qu'on n'irait pas de l'avant tout de suite. Dernièrement, on avait fait, juste avant la pandémie, on avait fait une journée carrière où on faisait des entrevues live aux gens qui venaient en magasin. Puis il y en a qui sont repartis avec des emplois, là. Ils ont passé l'entrevue en une demi-heure, ils étaient repartis. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient l'organisation, il y avait des bonnes valeurs. Bien, pourquoi qu'on les laisserait passer? On les veut. Puis là, une fois rentrés, bien, comme Sandrine a dit tantôt, on va le vivre avec eux plus profondément, puis on va le voir rapidement si le fit qu'on a senti en entrevue, il se vit en magasin. Mais le seul bémol que je dirais, c'est que nous, on engage pour l'attitude, mais à chaque fois qu'on se trompe là-dessus, là, ça mine l'équipe automatiquement. Donc, je pense que le processus de s'assurer que la personne a les bonnes valeurs puis qu'elle veut vivre ça correctement en magasin par rapport, par exemple, à la bienveillance de notre côté, il y a la curiosité aussi. Mais dès qu'on se trompe là-dessus, ça a des impacts négatifs sur le reste de l'équipe qui va mener des fois à faire partir tes meilleurs employés. Donc, c'est quand même très important d'avoir un super bon filtre sur ça au niveau de l'embauche.
La semaine dernière, on parlait des jeunes générations et puis c'est sûr que les jeunes générations, en termes de style de vie, puis aussi de valeurs environnementales, puis là, vous parlez tous les deux de bienveillance. Est-ce que le fait que l'entreprise soit axée sur des valeurs fortes comme la bienveillance, est-ce que ça, c'est un facteur d'attraction qui facilite votre recrutement, Frédéric? Moi, je dirais que oui, définitivement, parce que nous, là, les deux endroits où on a le plus de succès pour recruter, là, c'est les amis de nos employés puis nos clients. C'est là qu'on recrute le plus. Fait que là, ce qui arrive, grosso modo, c'est que, mettons, nos étudiantes, ils étudient à l'université, puis ils disent hey, j'adore ça, ce job-là, ils me font confiance, j'ai plein de responsabilités, je me développe. Puis là, ils disent à leurs amis viens travailler chez nous aussi. Puis là, ces gens-là, il y a une espèce de spirale vers le haut. Puis nos clients, c'est la même chose. Une semi-retraitée, elle arrive à la retraite, puis là, elle rentre en magasin, puis elle dit ça fait combien de temps que vous travaillez ici? C'est donc bien le fun. Puis là, la conseillère, elle est comme j'adore ça, puis on a du fun, puis on fait des cours de yoga dans le magasin le matin, puis blablabla. Puis là, ils se convainquent entre eux. Là, ce qu'on disait tantôt, c'est la même chose. Nous, on a compris que nos personas, c'était comme ça qu'on les recrutait. Fait que c'est là qu'on met notre énergie. Et, on donne même de la formation à nos employés sur comment faire cette espèce de lien-là rapidement pour recruter des gens dans des départements. Là. Donc, c'est une autre adaptation qu'on fait. Intéressant, Jade. Nous, la bienveillance va nous aider dans le sens où de dire je suis bienveillant ne nous aide pas, mais je pense que c'est comment les gens vivent le processus avec nous. Ils vont de l'appel téléphonique au début jusqu'à nous, on fait des visites de magasins avant même qu'il y ait une entrevue. On veut qu'il y ait voir le team, qui voit c'est quoi l'emploi, qui écoute une vente même. Fait que de se sentir accueilli comme ça quand ils viennent au siège social, voir, je pense que c'est là-dedans où on crée une connexion déjà qui va être quand même assez profonde. Puis c'est là où les gens voit la différence entre d'autres processus peut-être moins bienveillants à ce moment-là. OK, c'est intéressant. On a deux questions. La première, c'est quelles sont les bonnes pratiques et les meilleurs trucs que vous recommandez pour fidéliser vos employés? Puis on peut peut-être faire une distinction entre employés de bureau versus terrain. Bien, moi, en fait, je m'occupe juste, je m'occupe pas des employés de bureau, là. Fait que, tu sais, chez nous, la clé, en fait, il n'y en a pas de secret, ça a vraiment été ça, la bienveillance, s'assurer que les conditions sont adéquates, mais surtout s'assurer qu'on écoute nos gens, tu sais. On parlait de personnalisation tantôt, c'est ça aussi, c'est de s'assurer que chaque personne, on l'entend, on l'écoute, on la respecte dans qu'est-ce qu'elle est, puis on l'aide à avancer là-dedans, que ce soit professionnellement ou si on peut la supporter personnellement aussi. Ça revient toujours avec la personnalisation, mais pas juste à l'embauche. C'est que cette personne a une vie, son contexte peut changer, puis il faut être à l'écoute de cet employé. Mais comment vous faites pour rester à l'écoute de vos employés, vous assurer que vous répondez à leurs attentes? Bien, un peu comme chez Frédéric, j'imagine, où c'est une entreprise familiale. Ici, même si on est rendu à 85 magasins, on est une entreprise familiale. Le propriétaire ici connaît le nom de chaque personne qui travaille en magasin. Et puis, à la fin de la journée, c'est de s'intéresser à l'être humain qu'on a devant nous. Fait que de cette façon-là, si on est intéressé par l'être humain qu'on a devant nous, ça devient à faire partie de notre quotidien. Puis on échange. Moi, je sais qu'à Ottawa, j'ai 2 personnes qui viennent d'avoir un bébé. C'est de s'intéresser à l'autre, puis de rester connecté, comme on a dit tantôt, virtuellement et éventuellement en présentiel. Ça, vous le faites comme vous le mentionnez virtuellement, mais est-ce que vous avez d'autres aspects comme une infolette, par exemple, pour communiquer sur votre communauté? On a l'infolette, mais pour nous, ça même, c'est impersonnel. Nous, ça va partir. Une infolette reste impersonnelle à quelque part. Fait que non, nous, on a des rencontres d'équipe. Nos gérants sont très près de leurs gens. Nous, on est très près de nos gérants. Puis c'est par cette communication constante-là qu'on va le faire, beaucoup plus que par des espèces de plateformes un peu plus éloignées, Joanne. OK. Puis, j'en reviendrai tout à l'heure. Je vais aller plus compléter avec Frédéric sur cet aspect-là. Mais c'est vraiment, tu sais, si je reprends ce que Jade a dit, c'est de dire il y a les valeurs de l'organisation d'un bar. Donc, si intrinsèquement tu t'intéresses aux employés, c'est une bonne chose. Puis après ça, c'est quoi les mécanismes que tu mets en place qui sont des automatismes qui font en sorte que le lien de connexion est toujours là? Petit mécanisme qu'on peut donner en exemple que nous, on fait, moi, je déjeune avec tous les nouveaux employés. Tous les nouveaux employés, je leur compte mon histoire, la direction de l'entreprise, c'est quoi nos valeurs, comment on vit notre culture.
pour que tout le monde qui rentre ait, une conversation avec moi. Donc, on a brisé le lien, je les connais par leur nom, on est capable de garder ça dans le futur, qu'ils comprennent que ce qu'on dit quand on veut être bienveillant, tout ça, c'est bon, puis qu'ils sont alignés. Un autre mécanisme qu'on met en place, c'est que, un peu comme tu disais tantôt, Jade, on a des rencontres de développement 2 fois par année avec tous nos employés. Donc, 2 fois par année, on s'assied avec eux, puis on ne parle pas de salaire. Là. On parle de comment tu te vois dans le futur, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, comment on peut t'aider. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Puis c'est juste des conversations qu'on a avec les employés. Individuelles, encore une fois, des conversations à ce moment-là, les déjeuners, je les fais en petits groupes des fois individuels, ça dépend des périodes. Mais les rencontres de développement, c'est individuel avec la directrice de succursale, là, normalement, là, de ce côté-là. Fait que c'est de mettre des mécanismes automatiques pour que la communication elle passe. Mais de l'autre côté, il faut que l'humain en face de toi il t'intéresse vraiment, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Tu sais, la boucle de tout ça, pour moi, c'est de walk the talk. Là. Tu sais, ce qu'on dit, qu'on fait, on le fait. Tu sais, on dit qu'on est bienveillant, mais le plus important, c'est d'être bienveillant. Tu sais. Moi, je ferais le parallèle. Dans le fond, c'est comme une entreprise qui aurait tout élaboré sa stratégie, son marchandisage, le bon assortiment de produits, tout est bon. Tu arrives au comptoir caisse, puis les gens ne sont pas présents aux clients. Là. Alors, c'est un petit peu le parallèle dans le sens où vous avez recruté, vous avez réussi à attirer les bonnes personnes. Puis une fois sur place, bien, il faut que dans tous les aspects, ce soit aussi le geste suive, autrement dit. Oui, puis tu sais, si la culture de l'organisation est contraire, qu'est-ce qui va arriver? La nouvelle personne, elle va rentrer, puis là, la première collègue qu'elle va croiser, elle va dire ouais, mais là, ici, tu peux pas faire ça, puis ça marche pas, puis là, ça, c'est pas vrai, c'est de la bullshit. Ouais, c'est fini, là. Faut pas oublier tout l'effort que tu viens de faire vient d'être annulé. Là. Ouais. Ça, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'investissement, donc il faut se rendre compte que le quotidien est aussi, comment on traite ses employés au quotidien, ça fait aussi partie du recrutement. En fait, ça, c'est quand même intéressant. Oui. Sandrine, peut-être, là, je vous vois approuver. En fait, c'est parce que tout le recrutement pourrait être foutu en l'air, si je peux me permettre l'expression, à cause effectivement d'une mauvaise gestion interne. Je veux dire, quel est l'intérêt pour moi d'aller recruter dans une entreprise si je sais qu'en interne, on ne va pas s'occuper d'eux? Je veux dire, c'est peine perdue. Ça va être bien beau. Et là, effectivement, je vais être purement dans la promesse. Alors moi, tu fais un parallèle avec le détail. Moi, je vais faire un parallèle plus boiteux avec le mariage, quoi. Hein, je fais des promesses de mariage, je promets que je suis tout ce qu'il faut, que j'ai tout ce qu'il faut et que je sais cuisiner. Et puis finalement, une fois que la bague est passée, je ne sais rien faire. C'est un peu ça finalement. Qu'est-ce que je vais faire? C'est une question de promesse, hein, c'est une question des bottines et puis des babines, hein, c'est un peu la même chose. Mais, donc effectivement, ce qui nous aide aujourd'hui au niveau du recrutement, c'est comment est-ce qu'elle va la famille. Si je veux faire venir des gens dans la famille, il faut que ma famille soit saine. Oui. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, mon premier élément aujourd'hui en attraction de talent, c'est de vendre ma famille. Et donc, il faut qu'elle soit saine. Il faut effectivement. Puis en plus, aujourd'hui, on est beaucoup dans les employés ambassadeurs. Frédéric l'a très bien mentionné aussi, effectivement. Donc, ces employés sont des ambassadeurs pour son recrutement. C'est-à-dire que la plupart du temps, et on le voit dans les statistiques, une des premières sources aujourd'hui de recrutement, ce n'est pas le site Indeed, c'est les sources de référencement en interne. Mais après, c'est comment est-ce que je prends soin effectivement de ma famille. Puis Jade l'a très bien expliqué. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste s'intéresser aux gens. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut les écouter, s'intéresser aux gens. C'est pas qu'on ait des outils, des gadgets, après, peu importe. Mais le but premier, c'est de s'intéresser aux gens qui sont chez nous, dans notre famille. Oui, c'est plus l'approche, j'engage quelqu'un, puis je lui donne ses tâches, je lui dis quoi faire. C'est plus ça. C'est vraiment une relation. Puis il y a aussi ce que je perçois beaucoup là, dans ce que vous dites, des valeurs fortes qu'on met de l'avant de plus en plus au sein des entreprises, c'est l'authenticité, la transparence. Donc, ça va dans cette direction-là aussi. Oui, et la transparence et l'authenticité, ça ne veut pas dire effectivement, on était beaucoup quand on parlait de marque employeur à une époque dans on est beau, on est gentil, on est fin. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment d'être transparent. Regarde chez nous, peut-être que ça ne marchera pas trop, mais on va mettre l'emphase là-dessus. On est vraiment dans une vérité, en fait. C'est ça qui est important. Ouais. On est mieux de le mentionner dès le départ que de laisser l'employé le découvrir. Bien sûr. Est-ce que je veux avoir quelqu'un dans un contexte… J'ai travaillé pour des entreprises qui étaient dans des contextes difficiles pour des raisons particulières, mais on le dit à l'employé. Et par contre, on va mettre de l'avant en disant, écoute, en ce moment, c'est difficile, mais qu'est-ce que tu vas apprendre? C'est peut-être le moment de rejoindre l'organisation. Par contre, c'est sûr que si tu cherches la conciliation travail-famille, et puis, ce n'est pas le moment de venir chez nous. En recrutement, oui, on est attractif, mais il faut aussi savoir être répulsif, si je peux prendre le On a une question qui était…
qu'on a eu aussi la semaine dernière, qui vous demande, est-ce que dans vos approches de recrutement via les employés, par exemple, est-ce que vous donnez des bonus, par exemple, lorsqu'un employé vous réfère un employé potentiel, par exemple? Bien, en fait, si vous Oui. n'avez pas de programme de référence, faites un programme de référence. Bon, si on peut donner un peu plus de précision là, sur le programme de toutes préférence. les entreprises où j'ai travaillé, en faisant mes statistiques, on est tout le temps à 25 à 45 des embauches qui viennent des références internes. Ce n'est pas différent ici. L'année passée, je pense que c'est à 39 Wow. Fait après ça, le programme va varier selon vos capacités de payer, évidemment, puis selon le type de main-d'œuvre que vous voulez. Chez nous, ce qu'on offre, c'est si la personne embauchée reste 2 mois, à ce moment-là, c'est 1 000 qu'on verse par personne embauchée. Même pour un employé de plancher? Surtout pour un employé de plancher. Wow. OK, parce que la semaine dernière, on parlait de 50 $, 100 $. Surtout pour un employé, wow. pour un conseiller en décoration, nous, c'est seulement de la guerre. C'est la personne qui transige avec mon client au quotidien puis qui fait que mon produit va sortir ou pas. Et ça, vous le communiquez comment auprès de vos employés, ce programme de... On a des petits posters, puis sinon, avec chaque groupe aussi, à chaque classe qu'on a ici à l'Université du Star, moi, je vais parler de notre programme de référence. Je pense que l'important, c'est qu'une fois que le programme existe, c'est d'en reparler parce que sinon, les gens l'oublient. Fait qu'en parler de temps en temps. OK. Frédéric, dans votre contexte, est-ce que ça s'applique aussi? C'est une longue question à répondre, là, mais c'est sûr que ça fonctionne un programme comme ça. Mais chez nous, on croit beaucoup plus à la motivation intrinsèque qu'à la bonification. Puis qu'on essaie de conscientiser nos gens à faire les actions pour les bonnes raisons et non pour avoir une bonification. Par contre, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux pour partager ce succès-là? Bien là, on a plein d'autres mécanismes. Mais c'est une conversation vraiment, vraiment compliquée. Mais en gros, est-ce que c'est bon de conscientiser les employés à contribuer en amenant des meilleurs joueurs dans l'équipe? La réponse, c'est oui. Après ça, comment on le bonifie? Bien, je pense que ça peut être propre à chaque organisation. Est-ce que tu peux donner un peu d'exemple, par exemple, de ce que vous faites? Parce que c'est quand même très axé là, sur la bienveillance puis la qualité de vie. Là. Alors, c'est très, très large comme conversation. Là, parce que là, c'est tout un imbriquement des choses. Mais quand quelqu'un rentre chez nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il comprenne l'ensemble de son rôle puis qu'il soit motivé par l'ensemble de son rôle. Puis dans son rôle, ça fait partie de faire du recrutement aussi parce que plus que l'équipe est forte, plus que sa vie à tous les jours est bonne. Donc, on ne va pas aller bonifier cette action-là précise parce que c'est comme si on viendrait dire que cette action-là est plus importante que les autres versus l'ensemble de l'autre. Fait que ce qu'on va faire, c'est d'offrir des conditions de travail qui sont des bonnes conditions de travail en général et non de bonifier certains trucs. C'est notre vision à long terme des choses. Est-ce que c'est la seule façon de faire? Clairement pas. Est-ce que ça l'aide au recrutement d'avoir 1 000 $? La réponse, c'est clairement oui. C'est clairement oui. Est-ce que ça fait que les gens sont moins engagés envers l'organisation? Ça ne veut pas dire que non. C'est juste nous, la façon qu'on le fait. Là. Fait que je ne veux juste pas créer un parallèle boiteux entre nous et Jade, mais nous, on a une autre vision des choses, de dire c'est la communauté Club Dessus qui aide à faire avancer la communauté. Donc, c'est un mouvement un peu plus global. OK, quand même, c'est assez particulier. On aurait peut-être le temps pour une dernière question. Vous avez mentionné là, quand même plusieurs trucs pour aller recruter, mais ce que je comprends, c'est quand même une bonne proportion du recrutement qui se fait à l'interne. Maintenant, quand on veut aller recruter à l'externe, les outils les plus efficaces, quels sont-ils? C'est sûr qu'il y a les médias sociaux, mais comment on approche? Peut-être Sandrine, vous pourriez nous indiquer un peu là, les meilleures approches. C'est sûr qu'on peut aller chercher des experts pour nous soutenir dans ce recrutement-là, mais quelles sont je dirais, les 3 principales actions à faire à l'externe pour communiquer ce qu'on est, puis communiquer aussi ce qu'on offre aux employés potentiels? Déjà, effectivement, donc, il y a cette idée de transparence, ça c'est certain, comme on l'a mentionné tout à l'heure, donc de voir comment est-ce qu'on peut retravailler déjà ces offres d'emploi. Après, au niveau des moyens, je vais revenir à la même chose, ils sont où mes candidats? Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui, allez sur Indeed, ça fonctionne très bien, ou vous dire, allez sur Facebook, ça fonctionne très bien. Où sont mes candidats?
Si effectivement, je suis dans un secteur d'activité qui est très visuel, Instagram fonctionne bien. On voit que TikTok est en train même de développer aujourd'hui une plateforme qui est plus recrutement. Est-ce que je peux faire une campagne un peu ludique sur TikTok éventuellement? Est-ce que c'est là, après, on est plutôt dans le moyen. Je voyais quelqu'un qui mettait dans ses commentaires, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à envoyer une infolettre à ses clients pour indiquer qu'on recrute? Absolument, bien sûr, pourquoi pas? Si on ne parle pas que de ça, oui, tout à fait. On a même vu dernièrement Ikea qui mettait dans ses produits carrément, et puis je ne sais plus, il y a un magasin de sport aussi qui faisait ça, qui mettait dans ses produits, donc dans le sac qu'on glisse aux gens, ou carrément dans les boîtes, en tout cas si je fais référence à Ikea pour ne pas le nommer, qui mettait une petite, qui avait mis carrément donc un petit dépliant en disant voici le kit du chercheur d'emploi, parce qu'on est beaucoup dans le kit évidemment chez Ikea, et puis en disant regarde, si vous cherchez du travail, ou si tu, alors, je ne sais plus comment c'était fait, mais bien sûr, il faut être très opportuniste. Après, tout est dans la manière de le faire, mais on peut être opportuniste bienveillant, mais bien sûr qu'il faut être opportuniste et utiliser tous les canaux qui sont à notre portée. Et si en plus, nos clients, je veux dire, c'est gratuit. Utiliser nos clients, c'est gratuit. Même si je vais dans un autre détail, mais tous les magasins de détail sont présents normalement sur Google. Donc, quand on cherche un magasin, donc au niveau d'une adresse sur Google, vous apparaissez sur Google. Aujourd'hui, il faut savoir que vous pouvez, plutôt que de promouvoir vos produits, donc quand vous êtes sur Google, vous pouvez pourquoi pas promouvoir un poste pour lequel vous êtes en recrutement. Pourquoi pas? Je veux dire, vos clients sont vos candidats et vos candidats sont vos clients. Donc, il faut mélanger les deux et il faut être très opportuniste là-dessus. Il y a plein de solutions qui existent. Bien, moi, ce que je trouve de la discussion d'aujourd'hui, si je la compare aux deux autres discussions, c'est la personnalisation puis la créativité dans le recrutement. Alors, ça ressort beaucoup. J'aimerais peut-être, on va terminer, on arrive au bout. Alors, peut-être, oui, déjà, ça passe vite. Alors, chacun aimerait ça vous donner peut-être une dernière impression sur le contexte actuel, pas sur le contexte, mais ce que vous voulez communiquer aux détaillants en termes de recrutement. Frédéric, on va commencer par toi. Je pense que le message clé, ce serait vraiment un gros mélange de ce que Sandrine vient de dire. C'est quel genre de personnes tu cherches, où ces gens-là se trouvent, puis adapte ton message, puis assure-toi que de A à Z, il soit cohérent. Est-ce que nous, on est dans la créativité, puis tout ça, nos annonces sont créatives, puis on l'écrit dedans, puis de A à Z, le courriel que les gens reçoivent, 2 jours avant leur première journée, de A à Z, on va retrouver la même essence pour cette personne-là. Donc, chez nous, l'étudiante ne recevra pas le même courriel que la jeune grand-maman, parce qu'on veut qu'ils se sentent bien tout le long du processus, puis qu'ils fassent comme « Wow, cette place-là, c'est pour moi ». Fait que c'est connais bien qui tu veux recruter. Comme Sandrine disait tantôt, qu'est-ce qui va faire en sorte que cette personne-là va venir travailler chez nous? Après ça, mets ça de l'avant, va aller chercher une bonne place, puis sois cohérent. Et puis, c'est pas mal ça. OK, merci. Jade, le dernier mot de la fin? Le dernier mot de la fin, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que ce qui est oublié dans tout ça, puis qu'on a oublié depuis longtemps, c'est la place du spécialiste ou de l'expert en recrutement ou du recruteur dans votre entreprise. Souvent, c'était un poste tablette, quelque chose que la réceptionniste pouvait faire. Si vous confiez encore le recrutement à pas la bonne personne, vos résultats vont être la moitié moins importants dans le marché qu'on a aujourd'hui. Pour faire tout ce que Frédéric vient de décrire, qui est l'essence même du bon recrutement, ça vous prend la bonne personne qui a envie de faire ça chez vous puis de bâtir l'équipe que vous voulez construire. Fait que, ajoutez du bon dans le recrutement cette année. On ne peut pas passer autrement. Bien, merci. Merci Sandrine, merci Jeanne, merci Frédéric. Je suis certaine que les participants ont apprécié vos commentaires. Merci à tous les participants aussi à cette discussion d'aujourd'hui. Je laisse la parole à Camille maintenant. Oh, juste un petit mot de la fin. Honnêtement, vous avez été merveilleux, tous les 4. Vous avez gardé votre monde d'ailleurs accroché jusqu'à la fin. Merci infiniment de votre générosité à vous 3, chers panélistes. Honnêtement, c'est ce qui fait toute la différence pour les détaillants qui nous écoutent. Donc, merci pour votre temps aujourd'hui. Merci de votre candeur, de votre bonne humeur, de votre passion contagieuse aussi. Honnêtement, ça traversait l'écran. Donc, et merci à notre superbe animatrice, comme toujours. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Chers participants, la programmation se poursuit la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller visiter le cqcd.org pour vous inscrire gratuitement aux prochaines conférences. Donc, merci à tous et bonne journée. Merci. Merci.